Et eh bien, nous allons passer directement à la dernière conférence sur conflits mondiaux. Faut-il s'inquiéter pour votre cybersécurité, animée par Bogdan Bodnar de Numérama et avec Maxime Arquillière, Rodrigue Lebaillon et Adrien Merveille. Merci à vous. Un, deux. Tout le monde m'entend? Oui. Ah ouais. Est-ce que c'est bon pour vous les micros là aussi? Oui. Est-ce que... Un, deux. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Alors on va se lancer. Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette première édition. Je suis content de voir qu'il y a du monde aussi. On va parler cyberguerre aujourd'hui. Alors si vous ne comprenez pas trop en cyber, rassurez-vous, tous nos intervenants vont bien vulgariser. Bon, je m'appelle Bogdan Bodnar, je suis journaliste à Numérama. J'écris moi-même sur la cyber et sur, on va dire, des enjeux technologiques à l'international et géopolitiques. Et je ne vais pas vous apprendre qu'il ne faut pas être expert pour voir que la situation est tendue dans ce monde. Donc il y a des invasions, il y a des guerres, il y a des affrontements entre des pays, des peuples. Pour faire la guerre, il faut des armes. Alors quand on lance un missile, quand on tire avec un char, ça fait partie d'un arsenal militaire. Et dans cet arsenal militaire, il y a aussi des cyberattaques. Les cyberattaques, ça peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on imagine. Ça peut désactiver un satellite, on intercepte des communications militaires, on peut bloquer des entreprises dans des pays partenaires. Vous, ici, vous pouvez être ciblé. On aime bien faire peur, je suis journaliste. Nos intervenants vont vous expliquer comment et pourquoi vous pouvez être ciblé. Je vais vous laisser vous présenter. Très bien, donc Rodrigue Lebaillon, je suis directeur du CERT d'Orange Cyberdéfense. Le CERT, c'est la division qui est en charge des opérations de renseignement et de réponse sur tout ce qui est incident de sécurité, voire des crises quand c'est un petit peu dérapé. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Adrien Merveille, je suis directeur technique France d'une société qui s'appelle Checkpoint Software Technology, qui est une société qui fabrique et qui vend des solutions de protection pour les entreprises et qui ont pour vocation de couvrir tous les vecteurs d'attaque d'une société moderne, donc que ce soit sur le cloud, le mobile, la messagerie ou bien sûr le réseau. Bonjour à tous, moi je m'appelle Maxime Arquillière, je suis analyste en cybermenaces au sein du bureau de CTI de l'entreprise française Sequoia.io. Alors la CTI, la Cyber Threat Intelligence, c'est une sous-branche de la cybersécurité qui s'intéresse au suivi et à la connaissance des groupes d'attaquants informatiques. L'idée, c'est d'avoir une approche par comprendre leur mode opératoire, comprendre leurs techniques, tactiques et procédures, leur code informatique et surtout aussi leurs objectifs pour essayer d'avoir une vision qui nous permet d'avoir une cyberdéfense active et contextualisée. Active parce qu'on détecte et on arrête, et contextualisée parce qu'on est capable de dire, en fait, a priori, c'est ce groupe-là et il voulait ça dans votre entreprise. Alors pardon, je fais pas un stand-up, il y a juste leur gars qui me dit rapproche-toi. On commence avec toi, Rodrigue. Orange permet un grand panorama sur l'espace cyber français, européen. Est-ce que actuellement les conflits mondiaux, Russie, Ukraine, Israël, Hamas, voire Chine, Taïwan, menacent le cyberespace français ou le cyberespace européen? Alors, oui, tout à fait. Alors, je repositionnais déjà Orange. Orange, effectivement, vous connaissez, on est présent ici, on est opérateur. Oui, et Orange Cyberdéfense, on est vraiment la branche du groupe Orange. On est dédié à assurer la sécurité de l'ensemble des clients d'Orange, entreprises aujourd'hui et peut-être demain particuliers, on l'espère. Et donc aujourd'hui, on s'occupe des entreprises et donc finalement l'ensemble de nos clients sont nos principaux capteurs d'informations. En tant qu'opérateur, on a évidemment les informations qui arrivent et que l'on peut voir au travers de nos réseaux, mais on a également les informations que nos clients vont nous mettre à disposition, vont nous remonter. Et donc ça, c'est comment est-ce qu'on se nourrit et où est-ce qu'on va chercher du renseignement
Ça, c'est la première chose, c'est déjà d'où on part, c'est notre capacité à observer. Maintenant, nos capacités d'observation, on va les mettre à disposition pour lutter contre les cyberattaques. Et évidemment, ces cyberattaques sont aujourd'hui plus pesantes que jamais, et notamment avec un nombre croissant de conflits à travers le monde. Et donc, sur ce sujet des conflits mondiaux, ça n'a cessé d'exercer une pression de plus en plus forte. Et donc, on va le voir avec mes collègues ici qui sont présents également, qui pourront entrer également dans le détail. Mais ce qu'on voit, nous, côté Orange Cyberdéfense, c'est que globalement, à chaque fois qu'il y a des conflits, la cyberguerre, elle ne démarre pas le jour où on a une invasion terrestre, comme on l'a vu malheureusement il y a 2 ans. On était en février 2023, on était plutôt sur la fin du mois de février. Donc effectivement, ça a éveillé aujourd'hui, ça a mis en alerte donc l'ensemble de la population française, européenne, également sur ce qui se passait tout à l'est des frontières de l'Europe. Mais en revanche, la cyberguerre, par exemple, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, avait démarré déjà 10 ans auparavant, 8 ans il y a 2 ans, donc c'est à peu près 2014. Au moment où il commençait à y avoir une pression, il commençait à y avoir des velléités d'invasion également, de reprise de territoire comme le dit la Russie. Il y avait en parallèle des actions évidemment de déstabilisation, des actions d'infiltration, d'espionnage et surtout des actions de destruction. C'est comme ça que fonctionne un État aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant d'aller sur le terrain physiquement déployer des hommes, ils vont chercher à affaiblir l'ennemi. Ça semble logique en le disant, mais ça veut dire que dans les années qui précèdent, ils vont lancer tout un ensemble d'attaques pour affaiblir. L'affaiblissement visible, par exemple pour l'Ukraine, on a quelques exemples assez significatifs, c'est que en Ukraine en 2015, il y a une opération, une cyberattaque qui s'appelait Black Energy. Il faut imaginer que c'est 200 000 habitants qui se sont retrouvés à être plongés dans le noir parce qu'une sous-station électrique s'est retrouvée paralysée à cause d'une cyberattaque. Donc il n'a fait aucun doute que cette cyberattaque venait de la Russie. Et donc ils ont réussi à tout simplement empêcher le fonctionnement de cette sous-station électrique par tout simplement la destruction de toute la donnée informatique des systèmes qui permettaient à cette station électrique de fonctionner. Donc 200 000 habitations plongées dans le noir, ça c'est 2015, c'est assez marquant. Ça fait vraiment partie des attaques significatives sur des infrastructures qui sont censées être très robustes. Il y a des sociétés ici qui fournissent justement des systèmes pour permettre à ces centrales de fonctionner. Malheureusement, on le sait aujourd'hui, aucun système n'est infaillible. Et donc, les Russes ont réussi à en profiter. 2 ans après, une autre étape clé dans le conflit, et cette fois-ci qui s'est exporté au-delà des frontières de l'Ukraine. Alors pourquoi ça s'est exporté? Je vais vous donner un détail, une information. C'est tout simplement, c'est plutôt une attaque, une cyberattaque qui ne visait que l'Ukraine et qui a dérapé. Elle s'appelle NotPetya pour les plus informés sur le sujet. Alors en quoi a consisté cette attaque informatique? Elle était de toute autre nature. On n'était pas sur un système industriel. On était cette fois-ci sur le piratage de l'éditeur, d'un éditeur logiciel. Et c'était un logiciel qui était obligatoire en Ukraine, utilisé pour la déclaration fiscale tout simplement. Et le piratage de cet éditeur logiciel a amené la compromission de l'ensemble des clients. Ce qui n'a pas été anticipé, c'est que la géolocalisation de l'attaque a échoué. Et donc, en fait, le conflit s'est exporté à ce moment-là parce qu'il y a eu un préjudice très important. On a des entreprises françaises qui ont été lourdement impactées. Je crois que c'est public et ça a été rendu public justement par Saint-Gobain, par exemple, avec un préjudice aujourd'hui opérationnel de plus de 250 millions d'euros sur cette cyberattaque, où là, on est clairement dans l'illustration même d'un conflit mondial en dehors des frontières françaises et européennes, qui est venu nous impacter, qui est venu impacter des entreprises françaises. Et donc, au regard de ce qui s'est passé en 2017, par exemple, dans le cadre de NotPetya, ça a été une prise de conscience pour l'ensemble des entreprises, des multinationales évidemment, celles qui ont des opérations informatiques à l'international, en Ukraine, mais surtout ailleurs, c'est-à-dire d'élever leur niveau de sécurité. Je pense que globalement en France, depuis 2017, mais partout en Europe et à travers le monde, l'ensemble des entreprises, à la lumière de ce conflit-là, ont commencé à augmenter leur niveau de sécurité. Et après, c'est le même phénomène aujourd'hui qu'on revoit, qu'on voit. Alors, je dirais qu'il y a évidemment des variables dans le conflit aujourd'hui, depuis notamment les attaques terroristes qu'il y a pu avoir le 7 octobre sur le territoire israélien. On est quand même sur un mode opératoire qui est différent.
On n'a pas un affrontement direct aujourd'hui. On parle bien d'une attaque aujourd'hui terroriste qui a amené ensuite un ensemble d'actions, donc des modes opératoires qui sont différents. On a des États qui se cachent derrière des actions, donc ça c'est fréquent, parce que c'est la nature même du conflit qui le veut. Hein, on voit bien, il y a beaucoup d'États qui ne cherchent pas l'affrontement visible, frontal, mais qui du coup vont agir par substitution derrière en fournissant des moyens, en sachant qu'évidemment, rien que dans ce conflit-là, on sait qu'Israël dispose d'un arsenal important, donc il y a une dissymétrie finalement des moyens entre la Palestine et Israël typiquement. Et après, évidemment, et donc sur ta question Bogdan, sur des conflits à venir, on est déjà en alerte sur des conflits, par exemple celui des tensions grandissantes aujourd'hui avec Taïwan, entre la Chine et Taïwan. Donc ça, ce sont des éléments pour nous fondamentaux en termes d'observation, parce qu'on sait que c'est maintenant que c'est en train de se passer. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est très peu d'éléments factuels qui laisseraient penser qu'un conflit à l'autre bout de la planète entre la Chine et Taïwan, pour l'instant, pourra amener une répercussion cyber en France ou en Europe. Mais néanmoins, on a des traces, on a des preuves, il y a des faits qui montrent, il y a des opérations de cyberespionnage, il y a des opérations de sabotage, il y a des opérations d'influence également, comme on a pu le voir il y a 10 ans entre l'Ukraine et la Russie. C'est très similaire dans le mode opératoire. C'est vrai que quand on regarde le rapport annuel du panorama de l'ANSSI, donc l'ANSSI qui est un peu la sentinelle cyber en France, on voit chaque année qu'il y a 9 à 10 attaques de cyberespionnage chinoises qui sont détectées. Et puis on rappelle que c'est toujours très dur de déterminer qui est derrière une cyberattaque. Je trouve que c'est souvent pas aux entreprises de désigner, c'est plutôt aux États. On a beaucoup parlé des entreprises. Moi, je vois des stands de départements, de régions. Est-ce qu'elles aussi peuvent, comme dans l'exemple de NotPetya, par ricochet, être impactées par ces conflits ? Alors, malheureusement, oui. Les chiffres le montrent. L'année dernière, pour Orange Cyberdéfense, mes équipes sont intervenues 250 fois. Donc ça, c'est les chiffres 2023. On a mené 250 interventions auprès de clients aujourd'hui d'Orange Cyberdéfense qui ne disposaient pas forcément des capacités à se protéger, à se défendre par eux-mêmes. On est venu les aider. Pour la moitié de ces interventions, elles concernaient des collectivités territoriales, des hôpitaux. Vous avez vu, ça fait la une de la presse malheureusement, c'est-à-dire que tout ce qui est organisation aujourd'hui, des organisations publiques, des collectivités effectivement, avec des moyens qui vont être de facto disproportionnés entre des attaquants, eux qui disposent d'un arsenal qu'ils ont pu constituer pendant des années, et des organisations effectivement qui vont toujours réagir souvent après l'attaque et après des événements qui ont pu survenir. Donc parce que ça nécessite de construire, ça nécessite des moyens, des budgets. Hein. On est tous concernés ici présents. Effectivement, la cyberdéfense a un coût. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, des organisations et ces organisations publiques, les collectivités, se retrouvent en première ligne parce qu'effectivement, il y a souvent des défauts de moyens, des défauts aussi de capacité à comprendre, à réagir. Mais bon, après, c'est le rôle d'organisations et de structures comme nous, Orange Cyberdéfense, d'être au plus proche en tout cas des clients de toute taille, et d'avoir des moyens et de leur donner les moyens de réagir. Maintenant, ces conflits-là n'arrivent que par ricochet. Est-ce qu'aujourd'hui, une collectivité territoriale dans la région va se retrouver la prochaine victime du conflit qui peut en cours au Proche-Orient, ou du conflit aujourd'hui d'un conflit en Asie? Non, ça ne sera que par ricochet. Mais par contre, ce ricochet, il est réel. On le voit, et on le voit tous les mois. Ça se matérialise comment? Pour les équipes sécurité, le mois de janvier a été très difficile, douloureux, très intense, pour une raison, une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on fait la conséquence d'opérations, notamment d'espionnage étatique, dont on ne sait pas forcément, on a des idées assez précises, mais on ne sait pas encore qui est derrière. Des opérations d'espionnage qui ont visé une vingtaine d'organisations stratégiques, donc qui ne sont pas du tout, dont les collectivités ne sont pas la cible, mais par contre qui a, par ricochet, au mois de janvier, 6 mois après ces opérations, avec des soutiens de forts moyens et un soutien d'un État, on les retrouve par ricochet sur des organisations, des entreprises de beaucoup plus petite taille, où là, cette fois-ci, ce sont non pas des États qui vont s'emparer de ça, mais des cybercriminels qui vont récupérer les moyens et les méthodes et les outils et les techniques de ces États.
Voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une menace et une pression cyber qui est croissante sur des entreprises de toute taille. Voilà. Maxime, toi, tu suis l'activité, que ce soit criminelle, étatique ou activiste. Donc, c'est un peu, pour dire, hacker militant au quotidien. On parlait des entreprises, des départements. Moi, en tant que journaliste, ça fait 2 ans que j'écris sur des sites de mairie, de sites de région, des sites d'entreprise qui, du jour au lendemain, sont éteints. C'est pas très grave, mais en même temps, et aussi par ma faute, ça fait des titres de la presse. C'est quoi aujourd'hui le poids des activistes dans cette cybermenace ? Oui, merci. Donc, juste avant, je voulais peut-être compléter un peu ce que disait Rodrigue. Par exemple, il y a un autre conflit en ce moment dont on parle un peu moins. C'est le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et en fait, ce conflit, il peut avoir des conséquences cyber également en France, par exemple. Vous le savez, la France est quand même assez proche de l'Arménie, du fait de beaucoup d'expatriés arméniens qui sont là, du fait de l'aura de Charles Aznavour. Et donc, ce soutien, ce côté proche se traduit par un soutien logistique et par exemple militaire à Erevan. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup agacé les Azéris récemment. Et donc, on l'a vu concrètement parce qu'ils ont renvoyé par exemple des diplomates en dehors de leur pays, mais également, on a vu, il y a eu un rapport de Viginum. Viginum, c'est le conseil, une petite structure de l'État qui fait attention sur la lutte informatique d'influence de pays étrangers, et on a vu qu'en fait l'Azerbaïdjan a opéré un réseau de comptes de réseaux sociaux pour essayer d'amplifier du narratif négatif à l'encontre de la France et concrètement à l'encontre des JO. Ils faisaient des appels par exemple au boycott des JO. Ils se sont appuyés sur le débat polémique un peu de l'emplacement au surf en Polynésie. Ils ont essayé d'envoyer des journalistes qui se sont fait un peu griller, des journalistes qui voulaient écrire des articles à charge. Et donc, en fait, on a quand même cette dimension-là, alors qui n'est pas forcément de la cyberattaque la plus directe, comme on peut l'entendre, mais de la lutte informatique d'influence. Et ça, c'est important. Et là, si ça cible la France et les JO, ça peut ensuite retomber sur des collectivités nationales, collectivités territoriales, sur des entreprises qui seraient partenaires des JO, par exemple. Et donc, c'est en ce sens que c'est important de comprendre le contexte vraiment de la cybermenace et le contexte géopolitique, parce que la géopolitique et le cyber sont vraiment impliqués. Et donc, pour ta question, Bogdan, effectivement, il y a aussi un type de menace qu'on appelle la menace activiste. Alors, pour la définir un peu, c'est la contraction entre l'activiste politique et le hacker. Donc, ça s'entend pas trop à l'oral, mais c'est avec un H. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau à la base. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler dans les années 2010 de la mouvance, de la nébuleuse Anonymous, par exemple, rappelez-vous. Et ce sont des individus ou des groupes d'individus qui utilisent des cyberattaques, alors pas forcément les plus sophistiqués, mais dans le but de pousser du narratif politique. À l'époque, c'était plutôt des groupes qui n'avaient rien à voir avec les États, des groupes qui poussaient des messages politiques écologistes, anarchistes, régionalistes, tout ça. Sauf que cette façon d'opérer, ça a intéressé les États qui se sont dit, tiens, on a quelque chose à faire là-dessus. Et en fait, concrètement, il y a un truc intéressant, c'est que depuis le début de la guerre en Ukraine, nous, ce qu'on a vu en tant que défenseur à étudier les groupes qui sont liés, par exemple, les groupes cyber liés au renseignement russe, donc les groupes les plus perfectionnés, qui historiquement ciblaient quand même pas mal la France, entre autres, l'Europe, l'Occident. Ces groupes-là, avec on va dire la débâcle du début de l'offensive russe, ils ont été appelés en renfort en disant, bah voilà, il faut participer à l'effort de guerre. Et donc, paradoxalement, nous, on a vu un peu une baisse légère de ce ciblage sur l'Europe. Et en parallèle, en fait, quelque chose qui a compensé ça, c'est l'arrivée de ces groupes activistes. Ces groupes activistes qui sont en fait étaient peut-être des groupes qui pouvaient être cybercriminels, qui avaient une vocation de voler de l'argent, de faire de l'extorsion, qui avaient déjà des compétences, peut-être pas les plus puissantes, mais ils les avaient. Ils se sont dit, bah nous, on va participer, on va soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Occident, par exemple. Et eux, par exemple, ils vont faire des attaques, ce qu'on appelle des attaques par défiguration. On prend le site web, on l'écrase et on met un message pro-russe. Ils vont faire des attaques, on appelle ça par déni de service distribué, des attaques DDoS qui font en fait qui saturent votre site web et qui le rendent inopérant pendant plusieurs heures, voire peut-être des fois plusieurs jours. Et en fait, toutes ces attaques-là, ils les revendiquent. Ça fait quand même beaucoup de bruit. C'est repris effectivement des fois par les médias. Et donc, des fois, pour le grand public, on a l'impression que, par exemple, EDF s'est pris une attaque DDoS par ce groupe-là. En fait, c'était un peu anecdotique. Le site, pendant 10 minutes, il était inaccessible. Mais non, on retient quand même que EDF s'est fait attaquer. On retient que
que telle banque s'est fait attaquer. Donc on se dit, NJ. je vais peut-être changer. Engie, tous les autres, Pardon Engie, tous les autres fournisseurs énergie. NJ, tous les autres. Tout à fait. Donc voilà, c'est une menace qu'il convient de connaître et d'anticiper, parce qu'elle sert aussi des intérêts étatiques et elle peut, par rebond, comme disait Rodrigue, impacter des collectivités, des entreprises, voire même des particuliers. Adrien, Oui, Parce que- il y a aussi, par rapport à ce que tu dis, le fait que pour les groupes d'activistes, revendiquer une attaque en leur nom, c'est aussi quelque chose qui les met en avant et ils s'en servent énormément pour, pas pour faire leur promo, et ça peut même servir parfois pour de la propagande pro-russe dans le cadre du conflit Ukraine-Russie, par exemple. justement, vous suivez beaucoup les activistes aussi chez Checkpoint. Est-ce que c'est quelque chose que vous communiquez aux entreprises? Vous leur dites faites gaffe, c'est pas si anecdotique que ça? Alors oui, bien sûr, je pense que tout le monde ici est sensible au fait qu'il y a un risque. Il y a plusieurs choses qui le prouvent. Le premier, c'est les chiffres. L'année dernière, en France, il y a une entreprise sur deux qui a subi une cyberattaque. Quand je dis subi une cyberattaque, ça veut dire qu'elle a fonctionné, elle n'a pas été bloquée par les mécanismes de protection qui étaient en place. Et ceux-là ont au moins eu une cyberattaque. Et dans ce volume-là, qui n'est pas spécialement plus élevé que l'année précédente, ce qui est notable, c'est l'augmentation de ces fameuses attaques DDoS. Où on a eu plus de 11% d'attaques supplémentaires en France qui sont des attaques DDoS, qui portent à peu près le volume à une trentaine de pourcents par rapport au volume total d'attaques. Et ça, c'est intéressant parce que vu que c'est l'arme la plus utilisée des groupes d'activistes, on peut porter à croire que cette augmentation est liée au conflit, notamment Israël-Hamas, qui a éclaté au courant d'année 2023, et peut-être aussi des restes du conflit Ukraine-Russie qui continuent à frapper n'importe quel pays. C'est quoi les armes en dehors du DDoS? Comment on peut dire c'est quoi l'arme du hacker aujourd'hui, et surtout de quelle manière le hacker frappe? C'est-à-dire un hacker, évidemment, on reste toujours dans le cadre des conflits mondiaux. Comment il peut frapper une entreprise, une collectivité? La première, on en a parlé, c'est l'attaque DDoS. C'est l'arme préférée des groupes d'activistes. Pourquoi? Parce qu'elle est relativement simple à mettre en place par rapport à un ransomware où il va falloir trouver une vulnérabilité, un point d'entrée, essayer de piéger un utilisateur. L'attaque DDoS, il suffit de choisir une cible et de lancer l'attaque. Bien sûr, il faut des moyens pour lancer ce type d'attaque, mais par rapport à d'autres attaques, elle est quand même relativement simple et elle est efficace parce qu'elle réussit quasiment systématiquement. Si on vise un site web, si on a la bonne force de frappe, on arrivera à mettre le site web par terre, bien sûr s'il n'a pas de moyen de protection. Donc ça, c'est peut-être l'arme la plus flagrante et la plus utilisée par ce type de groupe. Mais ce n'est pas la seule. Notamment cette année, depuis l'arrivée du conflit Israël-Hamas, on a vu un nouveau type d'arme, qui n'est pas nouveau au sens technologique, mais qui est nouveau dans ce contexte-là. Ce sont ce qu'on appelle des wipers, qui sont des malwares qui vont supprimer les données des entreprises. Maxime le disait tout à l'heure, une attaque DDoS, c'est limité temporellement, c'est-à-dire que vous allez faire tomber un site web inaccessible pendant une période de temps qui va de quelques minutes à quelques heures, voire quelques jours. Le wiper, une fois que le malware a agi, il n'y a plus de données. Donc il faut que l'entreprise se répare le dégât, recrée les données, et parfois il y a certaines entreprises qui ne vont pas s'en relever. Donc pour un groupe d'activistes, c'est beaucoup plus intéressant parce que le dégât qui est fait est beaucoup plus fort, et du coup la récompense pour eux va être plus visible et la notoriété du groupe va en bénéficier. Peut-être pour compléter sur ce type d'attaque, ce qui est intéressant en fait, si le groupe, il y a deux types de menaces. Il y a vraiment la menace cybercriminelle, c'est-à-dire des groupes qui ont vraiment une vocation à chercher un objectif lucratif, se faire de l'argent, peu importe le message politique. Et on a de l'autre côté la menace étatique qui, si je grossis le trait, c'est de faire de l'espionnage, par exemple. Et par exemple, pour les groupes cybercriminels, l'attaque par ransomware, le fait de venir dans une entreprise, de chiffrer toutes les données, de les rendre inaccessibles et de demander une rançon en face, c'est quelque chose qui est très fréquent. Par contre, du côté des États, par exemple, on va plutôt effectivement employer des wipers pour faire vraiment du sabotage informatique, que ce soit sur les données vraiment critiques d'un ministère, d'une entreprise, ou même sur son parc informatique, de le rendre totalement inopérant. Ça, c'est le type d'attaque qu'on essaie de voir. Chez Orange Cyberdéfense, pardon,
Est-ce qu'on assiste plutôt, parce que les wipers, je sais que c'est quelque chose d'assez rare, et puis c'est même très destructeur en réalité, hein, parce qu'il faut s'imaginer qu'on a des années et des années de stockage qui disparaissent en un claquement de doigts. Enfin, qu'est-ce que vous voyez? Ou est-ce qu'on voit un autre type d'attaque? Est-ce que c'est pas plutôt du cyberespionnage, par exemple? Alors exactement. Alors heureusement qu'on voit pas du cyberespionnage tous les jours chez nos clients. Ça c'est la première chose. Tout ce qui va être cyberattaque motivée et soutenue par un État, ce sont des objectifs bien précis. Il faut imaginer que les États, l'ensemble des nations à travers le monde, se sont équipés de capacités offensives. Ça c'est un point important. La France est partie prenante également, c'est plus un secret, je crois, depuis quelques années. Là, je vois que personne réagit, c'est que c'est bon. Ça a été annoncé par la ministre des Armées à l'époque, Florence Parly, reconnu. Donc la France s'est équipée également de technologie. Quand on parle de technologie, ça veut dire de la capacité à faire des découvertes de moyens et donc de vulnérabilité, ça a été cité. La capacité d'aller pouvoir viser des cibles bien précises. Et donc on est sur des cibles bien précises. C'est comme ça que fonctionne un État. Les États n'ont pas une seule équipe, ils ont souvent plusieurs départements, plusieurs divisions, plusieurs groupes qui peuvent être souvent très spécialisés au début sur un secteur. Il faut imaginer qu'un État aujourd'hui, très souvent, dans les motivations, on peut avoir une équipe qui va être dédiée à tout ce qui est intérêt économique de la nation, intérêt économique de l'État. Il y a une autre équipe qui va être beaucoup plus orientée, viser aujourd'hui une nation pour l'affaiblir en termes de capacité défensive. Donc ça c'est pareil. Il y a une autre équipe qui peut être là aussi pour générer du bruit. Enfin, il peut y avoir différentes stratégies. Et là, je ne parle pas en connaissance de cause, parce qu'évidemment, c'est bien confidentiel. Je parle vraiment des retours de ce qui a pu être observé a posteriori. Donc, on a toujours du retard. Mais voilà, il y a bien des stratégies qui sont bien précises, des objectifs qui sont définis, et ce sont souvent des groupes différents. Après, heureusement, chez Orange Cyberdéfense, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on va voir, c'est évidemment cette cybercriminalité, c'est cet activisme, les attaques par déni de service. Alors, ça enquiquine nos clients, une attaque par déni de service, mais la bonne nouvelle, c'est et comme tu l'as dit, effectivement, avec les bonnes protections, les bonnes solutions, vous en proposez, évidemment, on sait les activer pour permettre à nos clients en fait, de retrouver une activité normale dans les 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Donc, dans les exemples qui ont été cités, en fait, l'impact est très faible. Le pire impact, c'est pas l'indisponibilité de 10 minutes dans la plupart des temps, c'est plutôt le relais médiatique qui est en effet derrière, parce que c'était l'objectif visé par ces groupes-là. Donc, on ne te remercie pas, Bogdan, pour ça, mais pas que. Voilà, l'objectif, c'est bien ça, c'est de trouver, d'avoir une caisse de résonance. Ça, c'est ces attaques par déni de service. Et puis après, c'est tout ce qui est extorsion, parce qu'on a parlé de ransomware. Le ransomware, c'est le moyen d'y arriver. Mais pour les clients qui sont victimes de ransomware et vraiment des organisations publiques, privées, des entreprises de toute taille, tout le monde est visé. D'accord ? Il n'y a pas de petites victimes pour eux. Après, ils vont plutôt évaluer les dégâts et la capacité qu'aura leur victime à pouvoir payer ou pas. Si leur victime, ils estiment qu'ils vont perdre plus de temps à essayer de négocier une rançon, ils vont faire des dommages, puis ils vont passer à la victime suivante, malheureusement. Ils ne vont même pas prendre le temps d'aller chercher une rançon. Mais là, l'objectif pour eux, c'est de l'extorsion. Et ils vont utiliser l'extorsion de manière à récupérer effectivement de l'argent. Alors l'extorsion va se faire par prendre en otage la donnée, menacer de divulguer la donnée, et puis divulguer la donnée, et puis surtout de la prendre en otage en la chiffrant, en la rendant inaccessible et donc inopérante. Ça, c'est ce qu'on voit, et c'est vraiment ce qu'on voit juste sur le terrain. C'est vraiment décorrélé de ce que j'ai dit avant en termes d'objectifs et de stratégiques et de mode opératoire. On est vraiment sur des méthodes différentes. Voilà. Adrien, 2024, les guerres ont tout l'air de continuer. Comment tu envisages 2024 maintenant sur le paysage de la cybermenace et toujours dans ce cadre conflictuel ? La tendance, elle est plutôt en augmentation, malheureusement, puisqu'il y a plus de conflits maintenant qu'il y a quelques années. Et malheureusement, ces conflits, bien que pas géographiquement juste à côté de nous, ils ont quand même un impact direct sur la France, parce qu'une cyberguerre n'a pas de frontières. Lorsqu'il y a une action X ou Y de soutien de la France envers un pays impliqué dans ce conflit, on peut être à peu près certain qu'en retour, un des groupes d'activistes affiliés à l'autre camp va mener des actions contre
contre la France. Et là, ça peut tomber sur une petite collectivité, une mairie, une grosse société. Il n'y a pas de pattern, il n'y a pas de cible privilégiée. Bien sûr, plus elle est visible, plus ça va faire du bruit et donc plus l'attaque aura du succès. Mais ça peut tomber sur n'importe qui. Et malheureusement, cette année en France, on a en plus les Jeux Olympiques. Et Maxime le disait tout à l'heure, c'est un argument en plus pour abîmer l'image de la France pour ces groupes-là. Donc malheureusement, les prévisions de mon point de vue ne sont pas forcément les plus optimistes, même s'il y a des solutions qui existent. Mais voilà. Et il existe bien sûr des mécanismes de protection qui permettent de se faire de la prévention. Il est important aussi de continuer à faire de l'éducation des employés pour leur apprendre qu'il y a des menaces. Et enfin, c'est pour toute société, il faut avoir conscience des risques et des vecteurs d'attaque qui sont propres à cette société-là. On fait un petit tour des mauvaises prévisions, Maxime. Non, c'était plus pour développer un peu le sujet des JO, effectivement. Moi, chez Sequoia, on a travaillé sur un gros papier justement qui va faire de l'analyse de la cybermenace sur les JO pour essayer de voir en fait quelles pourraient être les menaces. On a commencé en fait pour ça par faire un état des lieux de toutes les cyberattaques qui avaient touché les précédentes éditions des Jeux. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est vraiment pas nouveau le ciblage des JO. Et il y a plusieurs types de menaces qui vont tomber sur les JO. Tout d'abord, la menace cybercriminelle, la plus fréquente, essayer de faire de l'extorsion, des faux billets, des choses comme ça. Ça, c'est pas propre aux JO. C'est propre à tous les événements qui sont assez, populaires pour attirer et pour essayer de faire tromper des gens dans un grand nombre. Mais à côté de ça, on a vu qu'il y avait deux autres opérations, et ça, encore une fois, on revient sur les États. On a eu des opérations d'espionnage et des opérations de sabotage. L'espionnage, je vous rappelle qu'après les Jeux Olympiques de Sochi en 2014, la Russie a été épinglée par le CIO pour dopage institutionnalisé d'État et s'est fait bannir des Jeux Olympiques sur les suivantes éditions. Ça, c'était même avant la guerre en Ukraine. Et en fait, par mesure de vengeance, entre guillemets, ils ont fait une opération d'espionnage, donc vraiment par leur groupe lié au renseignement militaire russe. Ils ont essayé d'espionner le comité antidopage mondial pour essayer de trouver, en fait, de se dire, bah tiens, est-ce qu'on peut trouver un contre-narratif aux preuves qu'ils vont sortir? Est-ce qu'on peut trouver, par exemple, d'autres preuves de dopage et dire, bah voilà, regardez, il n'y a pas que nous. C'est pas forcément net ce qui est l'objectif ou la volonté qu'il y avait derrière, mais ils ont vraiment fait ça et du coup, ça a ciblé une instance proche des JO, par exemple. L'autre point, et encore une fois, spoiler alert, c'est encore la Russie, c'est que les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 en Corée du Sud, pendant la cérémonie d'ouverture, il y a eu une grosse cyberattaque de type destructif, de type sabotage, et ça a impacté une partie des systèmes de diffusion télévisuelle de la cérémonie d'investiture, du e-ticketing, une partie des lumières. Et vous imaginez, en fait, pour un pays, organiser les JO, c'est le monde entier qui nous regarde. Si quelque chose se passe mal, en fait, on passe pour des peintres, et ça atteint l'image d'un pays. Et à ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est que les Russes voulaient encore se venger en se disant, bah voilà, nous, tant qu'on n'est pas invités, en fait, on va créer de la dissension dedans. Et le point intéressant sur cette attaque, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle du false flag. C'est-à-dire que ça se passait en Corée du Sud. Or, la Corée du Nord, c'est aussi un État qui fait des cyberattaques. Ils se sont dit, hop, on va attaquer. Et ils ont planqué des morceaux de code nord-coréens. Et à la base, au tout début, les premières investigations, on se disait, bah, c'est le suspect idéal, en fait, la Corée du Nord sur la Corée du Sud. Et en fait, non, après plusieurs analyses poussées de confrères dans d'autres éditeurs, etc., on a vu que c'était effectivement les Russes qui avaient attaqué les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas à l'abri à nouveau d'attaques sur les Jeux Olympiques de Paris, sachant que, on l'a dit, le contexte géopolitique est très chargé en 2024. On a beaucoup d'États qui pourraient être tentés de porter atteinte à l'image française. Et donc, par ricochet, encore une fois, impacter des parties prenantes, des entreprises, des collectivités territoriales qui seraient parties prenantes des Jeux. Rodrigue, on va conclure avec tes prévisions. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais effectivement, l'événement, les JO, les Jeux Olympiques et les campagnes ont déjà démarré. En fait, les actions aujourd'hui de certains États, elles sont en cours. On ne le sait pas encore. Ça c'est certain. Maintenant, si on prend le rétroviseur déjà qu'on a depuis le début de l'année, le mois de janvier a été un mois particulièrement difficile, très chargé en actualité cyber, très chargé en cyberattaque. Donc ça n'augure
pas une belle année 2024, en tout cas pas du tout reposante pour les équipes opérationnelles et malheureusement mes équipes sur le sujet. Mais on le sait, ça fait partie du job et particulièrement là les Jeux Olympiques pour nous vont mettre toutes les équipes cybersécurité de chez Sequoia, de chez Checkpoint et évidemment d'Orange Cyberdéfense sous pression. Je sais qu'il y aura pas de congés pour certaines équipes malheureusement et pas forcément plus de JO sur place. À la télé peut-être, mais c'est ce qu'on peut souhaiter. Voilà. Oui, il y a un élément dont on n'a pas parlé qui est aussi de plus en plus visible dans les cyberattaques, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment parce qu'il y a des outils nouveaux d'IA générative qui permettent en fait d'améliorer le réalisme de certaines cyberattaques. J'imagine que vous avez tous reçu ici des SMS qui vous disent que vous avez un colis qui est bloqué en douane. Et souvent, ces messages, ces emails, ces SMS, ils contiennent des fautes d'orthographe, des caractères qui ne sont pas normaux. Et typiquement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui arrive à corriger ça d'une manière assez dramatique. C'est plutôt bénéfique en général, mais pour nous, c'est dramatique. Et donc, il y a un risque qui est supérieur parce que les attaques sont mieux faites. Et il y a un autre élément qui est amené par l'intelligence artificielle et particulièrement dans l'activisme, c'est tout ce qui va être deepfake, génération de fausses images, génération de fausses vidéos, où on va voir par exemple, il y en a sur le président Macron qui se fait arrêter. Pour nous, ça nous paraît un petit peu aberrant, mais quand vous êtes en train de faire une campagne de propagande dans un pays qui est à l'autre bout du monde, et potentiellement c'est crédible pour la population et c'est des choses qui peuvent être utilisées dans ce cadre de conflit également. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les cyberattaques. Merci à tous. Merci, je pense qu'on va bien entamer l'année maintenant. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle? Personne? Alors merci et passez encore un bon salon. Merci beaucoup.